Comment voyez-vous ce cessez-le-feu? Je veux dire, Trump essaie de faire croire que tout est réglé, que les États-Unis ont détruit le programme nucléaire iranien tel que nous le connaissons et que tout va bien. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Et rien ne semble réellement avoir été résolu ici. Non, les services de renseignement américains procèdent désormais à des fuites contrôlées vers les médias occidentaux, CNN et consorts, en affirmant qu'il n'y a pas eu de destruction du programme nucléaire iranien. Et il s'agit d'un programme nucléaire civil. Il est important que les gens le comprennent. Mais cela peut avoir deux objectifs. D'une part, il pourrait vouloir donner l'impression que l'administration Trump est plus faible qu'elle ne le prétend. Et il est probable que ce soit entièrement vrai. Beaucoup affirment qu'il est très probable qu'aucune frappe américaine ne puisse détruire Fordow. Et bien sûr, cela fait longtemps que je dis dans mon émission que la puissance militaire américaine n'est plus vraiment ce qu'elle était. Donc, le fait que ces sites nucléaires ne soient pas détruits n'a rien de surprenant. Mais d'un autre côté, cela pourrait être un autre prétexte pour utiliser à nouveau, à l'avenir, cette histoire de capacité nucléaire de l'Iran. Et je pense que les gens doivent comprendre que cela pourrait très bien être le cas, étant donné que l'Iran n'abandonnera pas son programme nucléaire civil. Il n'abandonnera pas son droit à l'enrichissement. C'est une ligne rouge pour l'Iran. Et donc, ce prétexte absurde et fallacieux pour intensifier la guerre avec l'Iran va perdurer. En ce qui concerne le cessez-le-feu, je ne ressens pas la même inquiétude. Beaucoup de gens, et je comprends d'où cela vient, étaient très en colère, très perplexes quant à la raison pour laquelle l'Iran aurait cessé l'opération Vraie Promesse 3, juste au moment où il semblait que les défenses aériennes israéliennes allaient être à court. Israël était acculé militairement, dans le sens où ses frappes de missiles devenaient de plus en plus efficaces à mesure que l'Iran en lançait. Et bien sûr, les États-Unis venaient de frapper l'Iran pour défendre Israël, et bien sûr aussi pour leurs propres objectifs visant à préparer une guerre contre ce pays. Il y avait donc beaucoup de confusion et de colère parmi ceux qui, d'une part, veulent voir cesser le génocide à Gaza et souhaitent que le régime israélien soit remis à sa place. Et bien sûr, ils veulent une défense totale contre les intérêts et l'ingérence des États-Unis dans la région. Et je comprends tout cela. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que l'Iran ne cherchait pas la guerre au départ. L'Iran ne voulait pas mener une guerre longue et prolongée, qui inévitablement créerait et provoquerait encore plus de chaos dans toute la région qu'il n'en existe déjà. C'est donc une position difficile pour l'Iran, car d'un côté, il a probablement les capacités de continuer à combattre Israël et à tenir tête aux États-Unis. D'un autre côté, l'Iran comprend, et je pense que toute personne qui regarde cela, en particulier celles qui sont très averties en matière de géopolitique et d'évolution mondiale, devrait également comprendre que les États-Unis et Israël ne relâcheront pas leur capacité de destruction envers la région. Je pense que le génocide à Gaza en est la preuve. Ce qui s'est passé au Liban et continue de s'y produire en est la preuve. Ce qui se passe en Syrie en est la preuve. Et bien sûr, l'Iran a perdu près d'1 millier de personnes dans cette guerre d'agression menée contre lui. Donc cela étant dit, je pense que nous devons comprendre que ce cessez-le-feu n'en est en réalité pas un. L'Iran a été très clair. Il mettait fin aux hostilités uniquement à condition qu'Israël cesse les siennes et que les États-Unis, bien sûr, arrêtent de soutenir ces hostilités. Et cela, en réalité, n'est pas vraiment un cessez-le-feu assorti de véritables termes ou conditions. Ce n'est pas comme ce qui avait été négocié autour du génocide à Gaza lorsque l'administration Trump est arrivée au pouvoir. Ce n'est pas non plus ce qui avait été négocié au Liban par les États-Unis et quelques pays européens, le Qatar, etc., autour du Hezbollah. Ces conditions n'existent pas.
En réalité, tout cela n'est qu'une pause entièrement conditionnée à l'arrêt par Israël de ses manœuvres agressives contre l'Iran. Et pour la première fois, je pense, peut-être dans toute l'histoire d'Israël, vous savez, il y a eu une brève période où Israël a dû riposter contre le nationalisme arabe, par exemple. Mais ces États n'étaient nulle part aussi puissants qu'Israël. La force de ce qu'est l'Iran, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, ils doivent prendre en compte le fait qu'à tout moment, l'Iran pourrait continuer. Et c'est très probable. Donc tout cela pour dire que, voilà comment je vois les choses. C'est une pause temporaire. Les États-Unis ne pouvaient pas se permettre les coûts qu'entraînerait une guerre totale avec l'Iran, que ce soit la fermeture du détroit d'Ormuz ou simplement une campagne militaire qui détruirait complètement la réputation de Donald Trump en tant que ce que je considère comme un faux agent de la paix, le soi-disant président de la paix. Juste après le cessez-le-feu, il a publié cette reprise horrible de la chanson des Beach Boys sur l'air de Bomb Bomb Iran, en hommage à son cher ami John McCain, qu'il avait fait lors de la campagne de 2007, de façon à la fois affreuse et risible, si quelqu'un tombe sur cette vidéo. Mais tout cela, pour moi, signifie qu'il y a beaucoup d'éléments ici, de nombreux facteurs à prendre en compte pour comprendre pourquoi les hostilités ont, pour l'instant, été réduites et qu'il y a eu une cessation des combats. Mais en même temps, cette guerre est loin d'être terminée. L'Iran sait qu'il s'agit d'une guerre de longue haleine. Les Iraniens célèbrent parce qu'ils considèrent cela comme une victoire dans cette guerre prolongée, mais certainement pas comme sa fin. Voilà donc comment j'interprète ce cessez-le-feu à ce stade. Comment voyez-vous la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons et la manière dont l'Iran avance prudemment? D'un côté, ils disent « Eh, nous voulons respecter le droit international, n'est-ce pas? Nous voulons qu'il y ait une sorte d'accord, ou du moins c'est ce qu'ils ont déclaré auparavant. » Mais d'un autre côté, ils ne peuvent faire confiance à personne autour d'eux. Et nous savons tous, comme nous l'avons vu avec Trump, qu'il veut un changement de régime. Nous savons qu'Israël veut un changement de régime. Cela a été très clairement signifié à l'Iran. Alors où cela les laisse-t-il? Eh bien, si les responsables et dirigeants iraniens regardaient la vidéo que Donald Trump a publiée, une reprise de la chanson des Beach Boys sur l'air de Bomb Bomb Iran, l'un des couplets dit « mettre l'ayatollah dans une boîte ». Il s'agit donc d'une expression très claire selon laquelle l'objectif global des États-Unis est de renverser, non seulement d'assassiner le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, mais aussi tout ce que le gouvernement iranien représente véritablement en termes de souveraineté inébranlable, de soutien à la résistance régionale et bien sûr de rôle clé dans le développement d'un monde multipolaire aux côtés de la Russie et de la Chine. Cela doit donc être communiqué de façon très explicite. Je ne suis pas un expert de la politique intérieure iranienne et il est évident que la situation est complexe, qu'il existe des divisions et des désaccords comme dans toute autre société. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, une ligne de crête à suivre pour l'Iran. Et en réalité, pour tout pays qui essaie à la fois de survivre et d'opérer dans un monde où l'hégémonie américaine est en train de mourir, mais elle meurt dangereusement. Elle est incroyablement agressive et elle n'a pas peur de s'épuiser pour maintenir ce qui lui reste de domination totale. Ainsi, l'Iran, depuis de nombreuses années maintenant, y compris lors de cette récente escalade de la guerre contre lui survenue plus tôt en juin, tente à la fois, premièrement, d'utiliser les négociations comme une plateforme pour montrer au monde qu'il souhaite respecter le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et qu'il est prêt à utiliser le dialogue pour s'assurer de répondre aux intérêts nationaux de l'Iran.
Les gens ont tendance à oublier qu'il ne s'agit pas seulement de négocier ou de faire confiance aux États-Unis. Il s'agit du fait que l'Iran est soumis à de lourdes sanctions américaines et que s'il peut obtenir le moindre levier pour mettre fin à ces sanctions, indépendamment de la question de la confiance, cela crée un précédent politique utile à l'Iran, même si ce n'est que temporaire. Cela donne du temps à l'Iran, comme nous l'avons vu lors de l'opération Vraie Promesse 3, pour développer les capacités nécessaires à sa défense si les choses tournent mal. Ainsi, une grande partie de ce que l'Iran cherche à faire consiste à gagner du temps, non seulement pour survivre, mais aussi pour se développer davantage, afin que, lorsque des actes d'agression comme ceux observés lors de la soi-disant guerre des 12 jours se produisent, il soit capable de résister à la tempête. Les gens ont aussi tendance à oublier qu'il s'agit en quelque sorte d'un conflit sans précédent dans l'histoire récente, vraiment depuis l'avènement d'un monde multipolaire, dans le sens où l'Iran est perçu comme peut-être le maillon le plus faible des trois grandes puissances de ce nouvel ordre mondial, émergent mené par la Chine et la Russie. Alors que l'Occident considère l'Iran comme le maillon faible, l'Iran vient de montrer qu'il est en réalité assez fort et qu'il est capable de résister à ce qui a été un acte d'agression sans précédent, ayant commencé à l'intérieur même de l'Iran. Ce n'est pas que des avions de guerre israéliens ont survolé le pays et commencé à larguer des bombes. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu des opérations concrètes menées par le Mossad et les États-Unis, préparées depuis de nombreuses années pour saboter les capacités défensives de l'Iran. Et c'est ainsi qu'ils ont frappé. Ils ont frappé avec des drones à l'intérieur de son territoire. Et bien que cela révèle un problème majeur que l'Iran doit résoudre, le fait qu'il ait réussi à y résister a envoyé un message fort. Ces tactiques ne mèneront pas nécessairement à un changement de régime. L'Iran considère donc cela bien sûr comme une victoire, mais probablement une victoire temporaire. Une victoire qui exigera, bien entendu, et comme l'a dit Prozeshkin, malgré toutes les critiques à son encontre dans son discours au peuple iranien, nous devons examiner ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. Ici, les leçons de ce conflit doivent être tirées. D'une part, il est évident que l'Iran a développé une capacité très impressionnante, notamment en ce qui concerne les missiles balistiques, lui permettant de riposter et de frapper Israël pratiquement où il le souhaite. Je ne crois même pas qu'il ait utilisé toute sa capacité, malgré toute la fanfaronnade que les partisans d'Israël et des États-Unis diffusent sur les réseaux sociaux. L'Iran a déclaré qu'il n'avait même pas puisé dans ce qui constitue réellement son arsenal prêt pour la guerre. Nous n'avons donc pas vu toute l'étendue de ses capacités. Mais en même temps, je pense qu'il y a de nombreuses leçons à tirer. Par exemple, le fait que les défenses aériennes de l'Iran sont, pour un pays de son envergure, de son niveau de développement, compte tenu de ce qu'il a traversé, impressionnantes. Oui, plus de 900 personnes sont mortes. Mais cela n'est rien comparé à ce qu'Israël a fait au Liban et bien sûr à ce qu'il a fait contre la Palestine, qui, rappelons-le, n'a pas d'État. L'Iran doit évidemment réfléchir à la manière d'améliorer cette situation. Comment faire en sorte que, oui, 900 personnes ne meurent pas en moins de 2 semaines à cause de l'agression des États-Unis et d'Israël? C'est une question difficile. C'est aussi une chose difficile à poursuivre, car maintenant il s'agit de « D'accord, vers qui se tourner? Faut-il s'allier plus étroitement avec la Russie? » Le ministre de la Défense iranien est actuellement en Chine. Est-ce cela qu'il discute? C'est pas clair, mais c'est vraiment, étant donné la nature de la guerre, ce que les États-Unis et Israël peuvent faire à l'Iran, la plus grande leçon flagrante, à mon avis, c'est que le ciel iranien ne sera pas sûr car, malheureusement, le pays est entouré d'États qui ne sont pas dignes de confiance.
Par exemple, l'Azerbaïdjan permettait à Israël d'utiliser son espace aérien. L'Irak, bien sûr, malgré la résistance qui est fortement alignée avec l'Iran, a un système politique qui n'est pas assez fort ou capable pour affirmer sa souveraineté face à Israël. Ils utilisaient donc l'espace aérien irakien pour frapper l'ouest de l'Iran. Je suis certain que cela fait partie des calculs pour savoir comment se regrouper maintenant, sachant que, bien sûr, les États-Unis et Israël vont eux aussi se réorganiser, et qu'à un moment donné, lorsque ce sera politiquement opportun, cela refera surface. Et la manière dont cela réapparaîtra pourrait être encore plus dangereuse, encore plus violente et brutale que ce que nous avons vu ici. En ce qui concerne la position dans laquelle se trouve Israël en ce moment, comme vous le mentionniez plus tôt, ils poursuivent toujours ce génocide contre les Palestiniens. Ils tuent des dizaines de Palestiniens presque quotidiennement et continuent également de bombarder le Liban. Je veux dire, ils ont violé ce soi-disant cessez-le-feu presque tous les jours là-bas, et je sais qu'il y a eu une certaine frustration de la part des gens en ligne, n'est-ce pas? Ils pensaient que l'Iran aurait dû dire « D'accord, nous aurons un cessez-le-feu, mais vous devez d'abord arrêter de bombarder Gaza. » Et comme cela ne s'est pas produit, parce que l'Iran était davantage concentré sur son conflit direct avec Israël, il y a une certaine frustration à ce sujet. Mais comment voyez-vous la position dans laquelle se trouvent Israël et les États-Unis? De toute évidence, le gouvernement iranien ne s'est pas effondré comme par magie. Mais maintenant, Israël doit faire face à toute cette destruction et au fait qu'il a mené cette guerre régionale et continué à l'escalader. Et il n'est pas en mesure de gérer la réponse et les représailles qu'il reçoit en retour. Eh bien, c'est une très bonne question. Et je crois vraiment que cette soi-disant guerre de 12 jours menée par les États-Unis et Israël a été incroyablement préjudiciable à l'avenir de la colonie israélienne, la colonie sioniste. Une grande raison à cela, bien sûr, c'est qu'Israël a appris, à travers la riposte iranienne contre ses manœuvres agressives envers la République islamique d'Iran, qu'il n'est pas invincible. Désormais, contrairement à ce qui s'est passé le 7 octobre, ou même lors des attaques yéménites, des représailles en solidarité avec la Palestine, ou encore le Hezbollah lorsqu'il combattait directement Israël, on a maintenant un État qui a la capacité de causer d'immenses destructions dans les villes de la colonie israélienne. Et cela a donc envoyé un message direct. On est bien au-delà du psychologique désormais. C'est une réalité matérielle pour les sionistes, pour les colons. Ils ne sont en fait pas en sécurité. Ce n'est pas simplement un missile hypersonique yéménite qui atterrit près de l'aéroport Ben Gourion et provoque toute la panique et les sirènes. Désormais, ces sirènes sont accompagnées de destruction réelle. Des gens perdent leur maison, leur commerce, leur vie. Les quartiers généraux militaires, les installations, le Mossad, l'Institut Weizmann, et ainsi de suite. Tous ces lieux, le port de Haïfa, tous ces endroits qui ont été directement touchés par des missiles iraniens ont démontré aux Israéliens eux-mêmes qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Et c'est ainsi que nous avons entendu Benjamin Netanyahou juste après le cessez-le-feu. Oh, il est temps de retourner à Gaza, car c'est là, en ce moment, que Netanyahou et la direction israélienne voient la possibilité de poursuivre le combat. À l'heure actuelle, Israël est dans une dynamique d'expansion désespérée. Il considère que son temps est compté. Le monde voit Israël comme un paria. Le monde a vu ce qu'il a fait à Gaza, au Liban, et maintenant en Syrie, puis en Iran. Et le monde est largement opposé au régime israélien. C'est peut-être le régime le plus impopulaire au monde en ce moment, ce qui est sans précédent, étant donné que les États-Unis et les grands médias occidentaux font tout leur possible pour leur offrir une couverture totale de leurs crimes. C'est donc une très mauvaise position pour Israël.
Mais cela signifie que plus Israël devient désespéré, plus il va continuer à exiger que les États-Unis viennent à son secours, comme cela a été le cas lors de la soi-disant guerre Israël-Iran. Plus il va essayer d'intensifier son agressivité à l'échelle régionale afin de se retrouver dans une position plus immédiatement favorable. Et bien sûr, Netanyahou lui-même et le gouvernement israélien actuel, sa direction, ont vraiment besoin de ces guerres d'expansion sans fin, parce qu'ils ont eux-mêmes compromis l'avenir de leur propre pouvoir. Soit ils continuent dans cette voie, soit ils doivent affronter les conséquences, qui sont humiliantes pour la direction d'une colonie qui se considère comme invincible, le sommet de la civilisation, la seule démocratie du Moyen-Orient, la plus forte armée de la région. Tout cela s'effondre de plus en plus à mesure que l'expansionnisme se poursuit. Et c'est pourquoi Netanyahou oubliait les crimes. Tout le monde se concentre sur les aspects juridiques. Tout cela, oubliez ça. Le régime israélien est un régime totalement et absolument désastreux. Vous savez, un régime qui s'engage dans le génocide et l'expansion coloniale ne se soucie pas de la corruption. C'est ridicule de penser qu'il s'en préoccupe. Ce qui importe, c'est de savoir dans quelle mesure Netanyahou, à ce moment précis, sert les objectifs d'Israël, l'expansionnisme du Grand Israël, par rapport à la mesure dans laquelle il l'embarrasse. Dans quelle mesure retient-il cela? Dans quelle mesure, au sein de sa coalition actuelle, prend-il des décisions qui nuisent à ce projet à moyen ou long terme? C'est cela qui va décider de son sort. C'est pour cette raison qu'il continue et que son leadership se poursuit ainsi. Mais comme nous l'avons vu avec l'Iran, vous savez, quand on joue avec le feu, on risque fort de se brûler. Et Israël s'est brûlé très gravement ici à court terme. Le risque, cependant, et c'est pour cela que l'Iran, et bien sûr le reste du monde multipolaire, observe toujours, c'est de voir comment les puissances impériales, les États-Unis, et maintenant, comme dirait notre ami Lucky, Israël impérial, se comportent et comment ils envisagent les choses. Il ne s'agit pas tant de leur propre stabilité, mais de la rapidité avec laquelle ils peuvent changer. Combien de temps ils peuvent infliger le maximum de souffrance et de douleur à leurs adversaires et cibles, afin qu'ils finissent par s'effondrer. Ils avaient perdu en Syrie, mais après plus d'une décennie de sanctions, l'incapacité à reconstruire et tout ce qui est arrivé à la Syrie lors de cette sale guerre menée par les États-Unis, le gouvernement syrien a finalement chuté. Donc l'Iran observe. L'Iran ne tombera pas dans ce piège. Bien sûr, le reste du monde multipolaire, mené par la Russie et la Chine, doit aussi surveiller cela. Mais c'est là que réside le risque. Les États-Unis et Israël, malgré toutes leurs limites, sont déterminés à agir, même si cela doit les détruire eux-mêmes. Ils le feront quand même dans l'espoir qu'on les laissera faire. Et je pense que c'est là que le message aux Américains ordinaires, aux gens des États-Unis, aux gens de l'Occident, doit être très clair. Cela ne va pas s'arrêter tout seul. Vous ne devriez pas compter sur l'Iran pour mettre fin à une agression menée par votre propre gouvernement. Si vous voulez voir la fin d'un génocide, vous devez empêcher votre gouvernement de le commettre. C'est, je crois, là que naît une partie de la frustration. Les Américains et les Occidentaux ont du mal à accepter l'impuissance qu'ils ressentent face à l'incapacité d'arrêter leur propre régime, qui sont en réalité dictés par des militaristes, des entreprises, des monopoles et des banques qui leur causent déjà de la souffrance à leur manière. Mais il faut s'arrêter, exiger la fin et réellement imposer cette fin de la part de son propre gouvernement. C'est une question vraiment difficile, donc il faut aussi la prendre en compte ici. Il faut l'intégrer dans l'équation, car vous savez, les gens ordinaires aux États-Unis et dans l'Occident collectif d'Israël. Je veux dire, nous savons déjà qu'Israël, en tant que colonie, n'a pas la diversité nécessaire dans sa vision du monde pour vraiment permettre cela parmi ses colons. Mais en réalité, c'est les États-Unis qui posent le plus gros problème ici.
Et ce sont les gens aux États-Unis qui vont devoir intervenir pour arrêter cela. C'est là que nous pouvons jouer notre rôle et être véritablement solidaires de ceux qui soutiennent la Palestine et bien sûr du reste de la région qui fait face à ce régime violent et expansionniste. Monsieur Trump est aujourd'hui à La Haye, même si ce n'est pas exactement pour parler de son soutien au génocide, même si j'aurais aimé que ce soit le cas. À la place, il est là pour mobiliser les troupes alors que les dirigeants de l'OTAN s'engagent sur un objectif global de dépenses de défense équivalent à 5% de leur PIB. Il semblait déjà assez difficile d'amener les membres de l'OTAN à consacrer 2% à la défense, alors je ne sais pas comment ils vont atteindre ce tout nouvel objectif. Comment percevez-vous la position dans laquelle se trouve l'OTAN comme reflet de l'hégémonie américaine et du monde occidental dans son ensemble, surtout quand j'ai trouvé notable que, dans leur déclaration conjointe aujourd'hui, l'accent semblait davantage mis sur la mise en garde contre la Russie que sur le soutien à l'Ukraine. L'Ukraine n'a été mentionnée que quelques fois. Eh bien, l'Ukraine est perdue. Je pense que c'est la dure et froide réalité que les États-Unis et leurs vassaux de l'OTAN ont du mal à reconnaître. Mais c'est la vérité. C'est pourquoi il y a beaucoup d'évitement à ce sujet. Et honnêtement, l'establishment de la politique étrangère américaine était, je pense, très content de pouvoir se concentrer sur un autre théâtre de guerre et détourner l'attention des gens de l'Ukraine, au moins pour un petit moment. Je ne sais pas si tu as vu, Rachel, mais Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, connu comme étant vraiment le bras droit de Trump à l'OTAN, lorsqu'on a demandé à Donald Trump ce qu'il pensait du fait que Mark Rutte l'ait appelé papa, il a répondu « Oh, eh bien, il l'a dit très gentiment et de façon charmante. » C'est ainsi. C'est le vrai visage de l'OTAN. L'OTAN est en réalité l'enfant servile. C'est vraiment juste une entité qui exécute les volontés des intérêts américains. Et il est maintenant très clair que l'OTAN, bien sûr, les pays qui la composent, ce n'est qu'une opération américaine. Et les pays membres sont là uniquement pour servir les intérêts des États-Unis, ce qui, dans le cas de l'Ukraine, est évidemment l'affaiblissement de la Russie. Cela a échoué. Là où les gens sont plus confus, c'est à propos d'Israël, bien sûr. Beaucoup pensent qu'Israël contrôle les États-Unis, alors que d'autres pensent que ce sont les États-Unis qui contrôlent Israël. Eh bien, dans les rapports récents, on a vu qu'il y a toujours ces discussions sur Donald Trump, qui aurait tenu un discours ferme. Il a récemment crié sur Netanyahou à plusieurs reprises au cours des 12 derniers jours, en disant « Tu ferais mieux d'arrêter ça. Tu ferais mieux de ne pas rompre le cessez-le-feu. » Et bien sûr, nous savons qu'avant son entrée en fonction, il a envoyé Steve Witkoff. Et Witkoff a négocié ce cessez-le-feu très rapidement et Israël s'est exécuté. Je pense qu'il est important de comprendre que les États-Unis et Israël sont différents, disons, de l'OTAN. L'OTAN n'est qu'un appendice des États-Unis. Les États-Unis et Israël, eux, opèrent ensemble. Et ce que les États-Unis ont fait avec Israël, c'est qu'ils ont créé un tel monstre de nation vassale qu'ils ont beaucoup de mal à garder une emprise sur elle, car les États-Unis perdent en réalité de l'influence dans la région. Et Israël sera toujours un élément central de la région, un avant-poste militaire pour les États-Unis. Et aujourd'hui, Israël dispose en réalité d'un grand pouvoir de négociation sur les États-Unis. Donc, lorsque Israël dit « Nous voulons faire quelque chose », les responsables politiques américains doivent écouter. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit aussi de la manière dont les États-Unis peuvent affirmer leur propre influence sur la région. Mais il faut comprendre que si Donald Trump le voulait vraiment, si n'importe quelle administration américaine voulait vraiment freiner Israël, admettons que ce soit théorique, elle le pourrait. Elle pourrait le faire facilement.
C'est ce qu'a démontré le soi-disant cessez-le-feu à Gaza, qui n'a jamais vraiment existé, malgré le fait que, bien sûr, nous savons que Trump a simplement donné à Israël. Vous savez, ce n'était qu'un bout de papier. Signez ça, faites ce que vous voulez. Nous n'allons vraiment pas l'appliquer. Allez-y, continuez le génocide. Cependant, si Donald Trump l'avait voulu, nous avons entendu les rapports, le Jerusalem Post a dit que des responsables israéliens étaient choqués et stupéfaits, et que Netanyahou était, vous savez, abasourdi par les reproches qu'il a reçus. Si Donald Trump l'avait voulu, si l'administration américaine avait voulu exercer une réelle pression, cela aurait pu entraîner un changement. Tout cela pour dire que les États-Unis détiennent les cartes vis-à-vis d'Israël. Si les États-Unis voulaient arrêter leur aide militaire à Israël, s'ils voulaient cesser de couvrir les crimes d'Israël, ils le pourraient. Mais ils ne le feront pas, car ces crimes servent les intérêts américains, pas nos intérêts, pas ceux des Américains ordinaires, et peut-être même pas vraiment l'ensemble des intérêts du système américain dans sa globalité. Israël pourrait très bien être ce rouage ou ce fil dans le vêtement usé que porte actuellement l'Empire américain, qui finira par se détacher complètement et affaiblir l'Empire dans son ensemble. Mais ce n'est pas ainsi que les décideurs et les élites de la politique étrangère américaine perçoivent d'Israël. Ils considèrent Israël comme un élément clé de leurs intérêts en politique étrangère. Et c'est pourquoi les plans stratégiques d'Israël, le plan Oded Yinon, la stratégie Clean Break, s'alignent toujours avec la politique étrangère des États-Unis et leur soi-disant planification stratégique, la manière dont ils envisagent leur avenir, ce qu'ils comptent faire, les pays dans lesquels ils souhaitent provoquer un changement de régime, comment ils veulent déstabiliser une région particulière, comment ils veulent affirmer leur domination. Il y a une raison pour laquelle ces deux choses avancent vraiment en parallèle, et c'est parce qu'Israël joue un rôle très clé pour les États-Unis, un rôle que l'OTAN, en théorie, remplit aussi. Mais la vérité, c'est que les pays européens ne jouent pas le même type de rôle spécial qu'Israël. Ils ne font que suivre le mouvement. Ils sont là pour donner aux États-Unis tout ce qu'ils veulent, et ils n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas le levier dont dispose Israël. Et c'est pourquoi la dynamique est différente ici. On observe ce genre de soumission aux États-Unis de la part de l'OTAN chaque fois que c'est nécessaire, alors qu'il y a beaucoup plus de tensions entre les États-Unis et Israël. On voit parfois Israël capable de dire « Écoutez, nous savons quelle est notre importance pour vous, alors vous devez vous assurer que nous ayons ce dont nous avons besoin pour faire ce que nous pouvons faire pour vous. » C'est ce genre de relation que je pense que nous voyons ici.